Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 26 juin au 1er juillet. Nous commençons cette semaine à Piémont où, en raison des travaux de pavage qui seront réalisés sur le chemin Avila, celui-ci sera fermé à la circulation entre le chemin du Moulin et le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à la fin du mois d'août. UOTCO Immobilier a annoncé un nouveau projet de complexe médical à Prévost dans la région des Laurentides. Situé en bordure de la route 117 Nord, le futur complexe médical figurera parmi les adresses importantes en termes d'offres de soins et de services en santé dans les Laurentides. Le projet de 3 étages proposera près de 25 000 pieds carrés de locaux modernes et spacieux. Le projet est réalisé par UOTCO Immobilier en collaboration avec le nouveau groupe de médecine de famille Mère et Monde, la firme d'architecture DKA Architectes et les constructions Hub. Paul Germain, maire de Prévost, explique que la ville travaille depuis longtemps pour avoir plus de services de santé et cette annonce est une très bonne nouvelle pour sa population. Il ajoute que c'est un projet très structurant pour les citoyens et qu'il est heureux de pouvoir l'accueillir dans la ville. Mathieu Huot, directeur du développement d'UOTCO Immobilier, affirme que le projet réunira près d'une 50aine de professionnels en services et en soins de santé. Le complexe accueillera notamment le nouveau groupe de médecine familiale Mère et Monde qui comptera à terme de 20 à 30 médecins. Le groupe de médecine familiale offrira des soins de santé globaux destinés à une clientèle de tous âges. Également, il est prévu d'offrir un service de clinique d'urgence ainsi que des services prénataux. Le complexe hébergera également une pharmacie, des services de physiothérapie, une clinique multidisciplinaire en services psychosociaux, ainsi que d'autres partenaires qui seront annoncés sous peu. L'ouverture de la clinique médicale est prévue pour l'hiver 2024. Le complexe sera situé sur le terrain voisin du magasin Canac, situé au 2450 boulevard du Curie-Labelle, et sera relié au parc linéaire Le Petit Train du Nord. L'accès sera facile grâce à sa proximité avec l'autoroute 15 et la route 117. Près de 50 professionnels de la santé et en soins connexes seront réunis dans un même complexe. Le projet présente un investissement de près de 8 millions de dollars afin de répondre aux besoins grandissants en soins de santé dans la région. Après plusieurs mois de consultation auprès de ses citoyens, la ville de Prévost adopte une nouvelle politique de participation publique inédite qui viendra pérenniser, maintenir et améliorer les consultations. Malgré l'adoption de la politique, les Prévostois conserveront l'opportunité de provoquer un processus référendaire relativement à un règlement d'urbanisme conditionnellement à l'expression d'une volonté citoyenne à travers la signature de registre dans le secteur visé et dans l'ensemble de la ville. De plus, l'expression des personnes vivant dans la zone visée aura un poids prépondérant dans la démarche. Le but étant d'améliorer les démarches de participation, d'éclairer la décision publique et d'être à l'écoute de la population pour ultimement prendre de meilleures décisions dans l'intérêt collectif. Une consultation en ligne de 3 mois, une assemblée publique et 2 rencontres d'un groupe de travail avec des citoyens ont permis d'obtenir une version de la politique représentant la vision de la ville et de ses citoyens pour les prochaines activités de consultation. Le choix de la ville d'adopter une politique de participation publique et citoyenne fait suite à l'adoption en octobre 2022 de la politique d'amélioration de l'efficience municipale et de la tenue en 2021 et 2022 de la grande consultation sur le plan de mobilité durable concurremment au nouveau plan d'urbanisme appelé « Osons un territoire inspirant ». Cette politique pose les conditions pour améliorer et consolider un dialogue continu et constructif entre les citoyens, l'administration et le conseil municipal en intégrant la pratique de la participation publique dans l'administration municipale.
Suite au dépôt du premier projet de politique, la pensée du Conseil a évolué et plusieurs changements ont été effectués. Dans la dernière version de la politique, le processus d'approbation référendaire est maintenu, mais on peut y retrouver un processus réformé qui permet de laisser une place autant à l'intérêt individuel qu'à l'intérêt collectif. Plusieurs rencontres d'un groupe de travail composé de 7 citoyens volontaires ont permis de déterminer les nouvelles conditions de l'approbation référendaire. On y retrouve maintenant un processus de double registre où la population hors de la zone visée est invitée à se prononcer sur un projet. Paul Germain, maire de Prévost, mentionne que la Ville souhaite donner encore plus la parole à ses citoyens en définissant la meilleure façon de le faire et qu'elle veut pousser les processus de consultation encore plus loin pour prendre en compte les différentes perspectives et de trouver des solutions équilibrées pour l'ensemble de la population. Il ajoute qu'à travers les rencontres, les citoyens ont fait évoluer son point de vue. Il explique également que la Ville a créé une politique de participation originale et inédite au Québec. Une entreprise a été mandatée pour la mise à jour de la banque photographique municipale des bandes riveraines des lacs de Saint-Hippolyte. La tournée des lacs a débuté récemment et devrait être complétée en septembre. Le drone survole un lac à la fois et quand les photos sont prises, il passe au lac suivant. Certains lacs seront survolés en moins d'une journée, alors que d'autres plus grands requerront quelques jours de survol. La liste des lacs qui seront survolés est disponible sur le site web de la municipalité. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a imposé un avis de réserve sur un lot situé sur la rue Richer, à proximité des limites de la municipalité de Sainte-Sophie, aux fins d'implantation d'une nouvelle école primaire. La municipalité a rencontré les responsables du projet du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord afin de proposer différents terrains pour l'implantation d'une école primaire. Cette réserve est d'une durée de 2 ans à compter de la date de l'inscription de l'avis de réserve au registre foncier. De plus, les élus hippolytois ont approuvé le projet de planification des besoins en espace tel que soumis par le Centre de services scolaires pour cette nouvelle école et ce, conformément au plan québécois des infrastructures 2024-2034. Cette planification tient compte de la prévision de l'effet scolaire, des projets domiciliaires et des besoins en locaux pour le déploiement des classes de maternelle 4 ans à temps plein. Cette planification des besoins d'espace devait être approuvée par le conseil municipal dans les 45 jours suivant sa réception. Également à Saint-Hippolyte, faisant suite à une demande d'usagers, le conseil municipal a autorisé l'ajout d'un arrêt du service de transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord à l'intersection de la 305e avenue et de la 310e avenue. La municipalité de Saint-Hippolyte procédera aussi à l'acquisition d'un tracteur avec cabine et souffleuse frontale, ainsi que d'une surfaceuse pour l'entretien des patinoires extérieurs du parc Bourget, du parc du Grand Héron et du sentier de glace du centre de plein air Roger Cabanard. Toujours à Saint-Hippolyte, un avis de motion a été donné afin d'annoncer une modification prochaine au règlement sur la circulation et le stationnement afin de permettre l'ajout de 2 panneaux d'arrêt sur le chemin du Roi, un panneau d'arrêt sur le chemin du lac Conley, une interdiction de stationnement sur la 111e avenue et une interdiction de stationnement à certaines périodes sur la rue Ogilvie-Est. Finalement, le conseil de Saint-Hippolyte a officiellement demandé à la ville de Saint-Jérôme de mandater le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de procéder à une étude de viabilité de différentes options de desserte de services de sécurité incendie. Cette demande découle de la décision de la ville de Saint-Jérôme de ne pas renouveler l'entente de l'état-major unifié. Le directeur général et greffier trésorier participera à un comité avec la ville de Saint-Jérôme et d'autres municipalités intéressées par cette étude. La municipalité de Saint-Hippolyte sera également accompagnée par un expert de l'Union des municipalités du Québec. Revenez-nous après la pause. Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv.
merci à tous les aînés qui sont ici, qui ont travaillé très, très, très fort pendant ces jours ici qu'on a passé, puis les peuples d'Amérique du Sud, les peuples d'Amérique du Nord et le central aussi. J'ai aussi devant moi des enfants, le futur, qui sont ici. L'amour est grand, c'est très très grand l'amour. Nous portons le sang à l'intérieur de chacun de nous. Chez nous, on appelle ça le sang préhistorique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de qui que ce soit ici. Je voudrais remercier les ancêtres. Il y a 25 ans, j'étais assis dans le cercle des anciens. Il m'a appelé Babyface. C'est un plaisir d'avoir la chance de rencontrer ces peuples-là, ces gens-là, qui sont partis maintenant dans un autre monde des esprits. Je vais demander une minute de silence en regardant le lac et la montagne. It's me, good. Thank you. Muchas gracias. Ils avaient des visions, ce monde-là, qui ont passé devant nous en panneau d'Écosse. C'est tous des peuples nomades qui voyageaient en travers le pays. Il ne nous a pas oubliés. On est là pour les futures générations. Devant moi, il y a des bâtons très spéciaux. Ce sont des bâtons de l'avenir. Ce sont des prophéties. Son profecías. They're prophecies. C'est la raison pourquoi on est ici. It's the reason why we're here. La razón por qué estamos aquí. Ils sont venus nous chercher pour continuer à marcher à côté d'eux. Nous avons travaillé beaucoup pour l'avenir. Et c'est le moment aussi aujourd'hui. Ça s'appelle la journée de la réconciliation. La réconciliation envers la terre maman, la réconciliation envers les femmes disparues, assassinées, et les enfants aussi qui ont été retrouvés. On doit garder, maintenant à partir d'aujourd'hui, oui, le dollar est là, mais il faut avancer. Ça s'appelle l'acceptation. On doit marcher à côté d'eux pour aller plus loin aujourd'hui avec le futur qui sont devant nous. Il y a 3 oiseaux qui sont réunis, qu'on les appelle les esprits. Ils sont réunis pour nous enseigner. Dans ma main, ce sont des plumes aigles qui représentent le peuple du Nord. That represents the northern people, que representa el pueblo del norte. Devant moi, il y a des plumes de condor qui représentent le peuple du Sud. Ainsi que Quetzal, qui est là aussi, ces plumes, Quetzal, qui est là pour ramener les deux esprits ensemble. Les plumes ont parlé. Maintenant, c'est notre tour à parler aussi. On se rassemble de penser qu'il y a juste une planète, qu'il y a juste un peuple dans le monde entier.
tant qu'élu qui chérit la diversité, l'inclusion, le partage, le lieu où nous sommes nous ramène à l'essence même de notre terre-mère. Nous avons ensemble la responsabilité et le devoir de chérir et de la partager. Soyez assurés que l'y investir, qu'on doit s'investir pour que les règles changent. Merci pour votre accueil et ce grand partage. Félicitations pour votre travail. Miigwech. Alors hier, on a fabriqué des épinglettes pour les aînés. Donc le rouge représente les femmes autochtones disparues et assassinées. Ayer hicimos no sé cómo traducirlo, épinglettes para regalar a las mayores y el rojo significa las mujeres desaparecidas y matadas. El morado, le mauve, c'est en honneur d'une autochtone qui est malheureusement décédée. Elle s'appelait Joyce. So the purple is for Joyce Ishaquan that passed in hospital in Joliet. The red is for the missing and murdered Indigenous woman. Et l'orange, c'est pour les enfants qui ont disparu ou on ne sait pas ce qui est arrivé lors des pensionnats. Au cours de ce projet, on a pris conscience d'une partie de ce qui est arrivé dans le passé par rapport au pensionnat. Puis, on sait que ça va être dur de comprendre tout ce que les gens ont vécu, mais on va quand même essayer. Puis, on est conscient que c'est impardonnable. On espère seulement qu'on va pouvoir mettre cette douleur de côté ou l'utiliser pour construire quelque chose de nouveau et de beau pour les générations futures.
내가 하지 내가 뒷가야리 지니지라고 다고 내가 뒷지리지 주다 손에 이티니스타 하지요 혼자대 내 와이사이구냐 내고 요것 가와 하지
Le Centre de services scolaires des Laurentides, accompagné de Mme Sonia Bélanger, députée de la circonscription de Prévost, et de M. Jacques Gariepi, maire de la ville de Saint-Sauveur, a officiellement lancé les travaux pour la construction de l'école primaire située sur l'avenue du Mont-Molson à Saint-Sauveur. Un projet de construction qui a pu voir le jour grâce à un investissement de 51,8 millions de dollars du ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029. D'une superficie de 6 640 mètres carrés, l'école pourra accueillir jusqu'à 632 élèves dès la rentrée de l'année scolaire 2025-2026. La répartition des classes prévoit accueillir 4 classes d'éducation préscolaire, 24 classes d'enseignement primaire, 3 classes pour élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et 3 locaux de service de garde. La conception de ce bâtiment est axée sur la performance énergétique. L'école sera carboneutre en termes de consommation d'énergie et les principes suivants. Placer l'élève au centre des préoccupations et des choix conceptuels dans le but de soutenir la réussite éducative, assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les utilisateurs, concevoir des espaces qui s'adaptent aux changements dans le temps et dans l'usage, penser l'école comme milieu de vie qui s'arrime à la culture et aux pratiques québécoises. M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, affirme que la nouvelle école de Saint-Sauveur a été pensée avec l'intérêt des élèves en tête et qu'il est certain que toute la communauté bénéficiera de ce beau projet en bout de piste. Mme Sonia Bélanger, députée de la circonscription de Prévost, mentionne que la nouvelle école était très attendue dans la région. Elle ajoute que cette école sera construite au bénéfice de toute la collectivité et qu'elle favorisera le plein épanouissement des élèves. M. Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaires des Laurentides, explique que le désir est de concevoir une école au caractère innovateur et que pour y arriver, son organisation s'est entourée de partenaires clés pour la réalisation du projet. Il ajoute que l'objectif est de mettre en place des milieux offrant les meilleures dispositions pour l'apprentissage et contribuant au bien-être de ceux et celles qui les fréquentent. À Val-David, la rue Duquette est maintenant fermée. Cette fermeture est nécessaire pour le bon déroulement des travaux réalisés dans le cadre du projet de prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs sur les rues Marianne, Wilfrid, Roland, Montée-Péridéal-Trudeau, Beaune-Jutras, Duquette-Lauzon, Hermine-Thibault, Boutin et la route 117. L'accès aux résidences sera maintenu. Une coordination ponctuelle est prévue sur le terrain entre le gestionnaire de chantier et les personnes concernées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il y a aussi un tronçon de la rue Péridéal-Trudeau qui n'est pas accessible. Le calendrier et les zones de travaux sont sujets à changement sans préavis selon la progression du chantier et les conditions météorologiques. Il est possible de suivre l'évolution du projet sur le site de la municipalité sous la section « Projet majeur », prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs. Val-David relance son programme ambassadeur qui contribue à la promotion des attraits du village tout en encourageant l'achat local auprès de 16 partenaires participants. Ce programme, réservé aux résidents de Val-David et de Valmorin, consiste à offrir des privilèges aux détenteurs de la carte ambassadeur sous forme de rabais ou d'accès gratuit aux attractions et commerces participants s'ils sont accompagnés d'un visiteur payant. Le projet a pour objectif d'encourager les résidents de Val-David et de Valmorin à visiter et à faire visiter les attractions et commerces locaux participants. L'appréciation de leur expérience fera d'eux de meilleurs ambassadeurs pour promouvoir les attractions, boutiques et hébergements qui font la renommée du village. Les cartes sont disponibles dès maintenant au coût de 6 $ au bureau d'accueil touristique de Val-David, situé au 2525 rue de l'Église. Une preuve de résidence ainsi qu'une photo seront requises pour l'obtention de la carte. Consultez le feuillet du programme sur le site valdavid.com sous l'onglet « Publications / tourisme » afin de connaître les offres des commerçants participants et les conditions d'utilisation. À Val-David, des travaux d'élagage et d'abattage d'arbres ont débuté dans le secteur est de la route 117. Effectués dans le cadre du projet de prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs dans ce secteur, ces travaux d'élagage sont nécessaires pour protéger les arbres des blessures lors des opérations d'excavation à venir dans les prochaines semaines. Quelques arbres seront aussi abattus pour permettre la réalisation du projet. Plus de 115 lots sont concernés par ce projet, incluant 26 lots vacants.
Il permettra le branchement de 121 logements, donc 89 immeubles, au réseau d'égouts et de 9 nouvelles résidences au réseau d'aqueduc sur les rues Marianne, Wilfrid, Roland, Montée-Prédéal-Trudeau, Beaune-Jutras, Duquette, Lauzon, Hermine-Thibault, Boutin et la route 117. Il est possible de consulter les détails du projet, les échéanciers, les entraves à la circulation ainsi qu'une section questions et réponses sur le site de la municipalité sous l'onglet Projet majeur, / prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs. Revenez-nous après la pause. Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv. La municipalité de Val-David a annoncé que l'équipe d'animateurs du camp de jour est complète et qu'il sera même possible d'accueillir quelques enfants supplémentaires. Pour inscrire votre enfant, visitez le site web de la municipalité. La ville de Sainte-Adèle a annoncé la nomination de Mme Sophie Charpentier au poste de directrice générale. Celle-ci est entrée en fonction le 24 juillet dernier. Les élus municipaux ont entériné cette décision par résolution lors d'une séance extraordinaire tenue le 14 juin. Jusqu'à sa nomination, Mme Charpentier œuvrait à la municipalité de Val-David, où elle agissait à titre de directrice générale et greffière trésorière depuis 2018. Auparavant, la gestionnaire d'expérience avait occupé différentes fonctions à la ville de Saint-Donat, soit directrice générale et secrétaire trésorière, directrice générale adjointe et directrice des loisirs. Mme Charpentier est détentrice d'un diplôme universitaire de 2e cycle en administration des affaires et d'un baccalauréat en récréologie, en plus de compléter un programme de certification en gouvernance municipale avec l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Le parcours académique et la vaste expérience professionnelle de Mme Charpentier lui permettent d'avoir une excellente connaissance de la gestion des organisations et de comprendre le fonctionnement et les enjeux du milieu municipal, tout en ayant une vision d'ensemble du développement stratégique d'une ville. Mme Charpentier mentionne que les défis sont nombreux et que ce sera un privilège de pouvoir les relever au sein de l'équipe municipale de Sainte-Adèle. Elle ajoute qu'elle a été particulièrement interpellée par le fait que la ville ait développé une forte culture organisationnelle basée sur des valeurs profondes telles que le respect, le travail d'équipe, l'intégrité et le plaisir au quotidien, tout en assurant un niveau de service des plus élevés aux citoyens. Mme Charpentier succède ainsi à M. Simon Filiatro, qui avait quitté ses fonctions de directeur général le 24 avril dernier, après avoir occupé différents postes de la gestion à la ville de Sainte-Adèle depuis son embauche en 2015. La MRC des Pays-de-Haut remettait un total de 364 000 $ en subventions pour des projets touchant l'aménagement et la pérennisation des sentiers sur son territoire, dont 156 000 ont été octroyés à des projets qui seront déployés à Sainte-Adèle. Parmi les 12 projets sélectionnés dans le cadre du programme Signature Innovation de la MRC des Pays-de-Haut, 6 initiatives verront le jour à Sainte-Adèle grâce à la ville et à ses partenaires de plein air, soit la Chambre de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle et Plein Air Sainte-Adèle, un précieux organisme bénévole qui veille au développement des sentiers de Sainte-Adèle depuis 1989. Les projets déposés par la ville et ses partenaires visent entre autres à connecter différents secteurs afin d'assurer leur pérennité. Ainsi, 92 000 $ sont octroyés à la ville et à la Chambre de commerce pour la mise à niveau des sentiers pédestres du parc du Mont-Loup-Garou, le réaménagement des sentiers Mésange et Loup-Garou et la pérennisation complète du tronçon de connexion entre le parc du Mont-Loup-Garou et le réseau Chanteclair. Toujours dans l'optique de créer des liens, l'organisme Plein Air Sainte-Adèle consacrera la somme de 52 000 $ à l'aménagement de sentiers dans le secteur de Mont-Roland, entre les gares de Mont-Roland et de Piémont, afin de permettre la connexion du Petit Train du Nord au réseau de sentiers de Piémont. Plein Air Sainte-Adèle souhaite également établir et acquérir une servitude de passage aux fins du sentier patrimonial Fleur de Lys, qui relie Sainte-Adèle aux municipalités riveraines du côté nord-ouest comme Val-Morin et Val-David.
Finalement, la Chambre de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle bénéficie d'une aide financière de 12 000 afin de pérenniser le haut du parc de la rivière Doncaster. Vous avez réalisé un tri dans votre maison, garage et cabanon et souhaitez les placer pour la collecte des encombrants. Avant de placer des matières au chemin pour la collecte des encombrants, consultez l'aide-mémoire et assurez-vous qu'elles ne peuvent pas avoir une seconde vie. Les encombrants ramassés sont directement enfouis sans être triés. De plus, certaines matières ne peuvent être disposées pour cette collecte, soit en raison de leur contenu potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement, ou que le traitement et la valorisation de ces matières suivent d'autres voies de recyclage. La collecte est réalisée 4 fois par année à des dates prédéterminées. Le camion passe une seule fois sur votre rue. Consultez votre calendrier selon votre municipalité et votre secteur. Déposez les encombrants la veille au soir de la première journée de la collecte. Déposez-les sur votre propriété, près de la rue. Ils ne doivent pas entraver la circulation. Vérifiez qu'ils sont visibles pour les employés de la collecte. Déposez-les en vrac, les sacs ne sont pas ramassés. Coupez les gros articles en petits morceaux lorsque c'est possible pour faciliter le ramassage. Les matières acceptées sont les meubles, fauteuils et divans, les appareils électroménagers, sauf les appareils réfrigérants, les appareils électriques, les fournaises vides, les réservoirs d'eau chaude, les tapis, les matelas et les sommiers. Les matières refusées sont les matières putréceptibles destinées au bac brun, les matières recyclables destinées au bac bleu, les déchets ultimes destinés au bac noir, les branches, les pneus, le matériel informatique et électronique, les résidus domestiques dangereux, les télévisions, les rebuts de construction, de rénovation et de démolition, les appareils réfrigérants, les appareils à essence. C'est à Saint-Adolphe d'Howard que le Conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut a tenu le 13 juin dernier sa 5e séance ordinaire de 2023. Parmi les résolutions adoptées, notons le lieu où la MRC aura son siège social, de même que l'octroi aux récipiendaires de subventions émanant de son fonds virage numérique et de l'entente de développement culturel. Le Conseil a entériné la résolution autorisant le directeur général et le préfet à déposer une offre d'achat à la ville de Saint-Sauveur en vue d'y construire le futur siège social de la MRC. Ce nouveau siège social sera adjacent à la future école primaire de Saint-Sauveur. La signature de l'acte de venue est prévue en début août et le nouveau bâtiment permettra de réunir tous les services de la MRC en un seul lieu, en plus d'implanter un service de garde en milieu communautaire. À la suite de son dernier appel de projet dans le cadre du Fonds Virage numérique, la MRC des Pays-d'en-Haut octroie 4 subventions de 5 000 $ à des projets liés au virage numérique des entreprises pour un montant total de 20 000 $. L'appel de projet en continu vise à aider les entreprises à mettre en place, à améliorer ou à optimiser leur stratégie numérique dans le but d'augmenter leur rentabilité. Il reste 40 000 $ dans le fonds d'ici la fin de l'année 2023. Alors, le préfet de la MRC, M. Genet, invite les entreprises à déposer leur demande de soutien financier à la MRC. Dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023 conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC s'est vue octroyer une aide financière de 90 000 $ pour le soutien à la réalisation de divers projets culturels. Ainsi, le dernier conseil de la MRC vient d'approuver 2 projets. Un premier projet qui consiste à réaliser des entrevues de personnes marquantes du territoire de la MRC par le biais de capsules vidéo dans un objectif de préserver la mémoire vivante. L'autre projet vise à soutenir le musée du ski des Laurentides dans sa volonté de bonifier l'expérience d'interprétation muséale de cette institution régionale. Il faut savoir que le musée possède plus d'une centaine d'heures de films historiques numérisés et plusieurs entrevues de personnalités phares du milieu du ski, un contenu qui mérite d'être valorisé et diffusé. Plus précisément, le projet permettra la mise en place d'un espace de diffusion, la mise à jour des contenus des trousses éducatives, la bonification des contenus des expositions itinérantes. Également, le projet permettra de mettre à jour des contenus numériques présentés sur les différentes plateformes web. Revenez-nous après la pause.
Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv. Loisirs Laurentides a lancé son nouveau service d'accompagnement personnalisé destiné à tous les gestionnaires et coordonnateurs de camps de jour municipaux. En collaboration avec l'Association des camps du Québec, le réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec a le mandat d'accompagner les camps pour favoriser la sécurité et la qualité de l'expérience auprès des municipalités et organismes responsables de camps de jour dans toutes les régions du Québec. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de soutenir les municipalités dans l'amélioration de la qualité et sécurité de l'offre de services, de soutenir les municipalités adhérant au cadre de référence pour les camps de jour municipaux dans leur démarche pour atteindre la conformité. Pour en savoir davantage sur ce tout nouveau service d'accompagnement des camps de jour municipaux, visitez le site web de Loisirs Laurentides. Pour profiter du service d'accompagnement gratuit, vous êtes invité à contacter votre agent de développement en charge du dossier des camps de jour. Le 20 juin dernier, Loisirs Laurentides a tenu sa 52e Assemblée générale annuelle au complexe culturel Val d'Espoir à Mirabel. L'organisme a élu son conseil d'administration pour l'année 2023-2024, qui est composé de Michael Leduc comme président, Luc Laurent comme vice-président, Debbie Bouchard-Desroches comme administratrice, Cynthia Bonenfant-Lingat comme administratrice, Jacinthe Lucier comme administratrice, Mathieu Bouffard comme administrateur nouveau venu, Normand Long comme administrateur, Jean-Paul Lefebvre comme administrateur, Isabelle Lavallée comme secrétaire, Sylvain Benoît comme trésorier. Le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc, a tenu à souligner la contribution d'Armando Mello, de Adil El Moudjah et Chantal Tardif qui ont quitté le conseil d'administration. Loisirs Laurentides en a aussi profité pour souligner l'implication bénévole de quelques membres de son conseil d'administration. Armando Mello pendant 4 ans, Normand Long pendant 2 ans, Cynthia Bonenfant-Lingat pendant 2 ans, Debbie Bouchard-Desroches pendant 2 ans, Chantal Tardif pendant 1 an avant d'être nommée directrice générale adjointe. Le service de sécurité incendie de Saint-Hippolyte tient à sensibiliser les citoyens aux risques d'incendie encourus avec leur téléphone, vélo électrique, trottinette ou scooter électrique, puisque le nombre d'incendies provoqués par les piles au lithium a augmenté dans la région. En 2022, 4 incendies ont été causés par des piles au lithium à Prévost, selon le responsable de la division prévention des incendies, Mario Saint-Pierre. C'est un nombre moins important par rapport à d'autres causes d'incendie, comme celles produites par les équipements de cuisine ou encore par les articles de fumeurs ou objets à flamme nue. Toutefois, les incendies de piles au lithium sont en forte augmentation. Les piles au lithium se retrouvent dans de plus en plus d'objets du quotidien, les vélos ou trottinettes électriques, les ordinateurs ou encore les cellulaires et les tablettes. Afin de mieux prévenir ces risques d'incendie, le service de la sécurité incendie mise de plus en plus sur la prévention et la sensibilisation des citoyens et la formation de ses équipes de pompiers sur le phénomène. De plus en plus de citoyens se procurent des trottinettes électriques, vélos ou autres articles en ligne qui ne sont pas homologués ou autorisés au Canada. Voici donc 4 consignes de sécurité à suivre pour les appareils à piles au lithium. Utilisez le chargeur fourni avec vos appareils électriques. Surveillez vos appareils pendant qu'ils se chargent. Évitez de déposer vos appareils sur des surfaces molles comme les sofas, les lits ou des oreillers qui emprisonnent la chaleur autour de la pile. Entreposez vos équipements avec des piles rechargeables au lithium dans un endroit où il y a un avertisseur de fumée. Dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone de Saint-Hippolyte, les pompiers auront donc plus tendance à sensibiliser les citoyens aux risques encourus avec de tels appareils. Il y a aussi de plus en plus de personnes âgées ou à mobilité réduite qui se procurent un triporteur, souvent laissé près d'un moyen d'évacuation. Les pompiers ou inspecteurs en prévention des incendies sont en mesure de sensibiliser les citoyens pour les informer du meilleur endroit d'entreposage. Il y a beaucoup d'enjeux avec les appareils de mobilité durable qui sont entreposés et mis sur la charge dans des entrées d'appartements ou carrément dans l'appartement qui peuvent causer un incendie.
Revenez-nous après la pause. Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv. La ville de Rivière-Rouge a organisé une rencontre d'échange avec le CI3S des Laurentides afin de discuter de l'état de la situation des divers services rendus à l'hôpital de Rivière-Rouge et l'avenir de cet établissement. Des représentants des 8 municipalités de la Rouge étaient au rendez-vous, soit Lac-Saguet, Nomineng, l'Ascension, la Macasa, la Belle, la Minerve, la Conception et Rivière-Rouge. Était aussi présent Mme Chantal Janotte, députée de la Belle, son directeur de bureau M. Luc Lefebvre, ainsi que les préfets des MRC d'Antoine Labelle et des Laurentides. La rencontre a débuté par une présentation du CI3S des Laurentides, lequel était représenté par 9 personnes œuvrant à divers niveaux au sein de l'administration. Suite à cette présentation d'environ 30 minutes, une période de questions des municipalités s'en est suivie. Madame la députée a également interagi en prenant compte des inquiétudes et demandes des élus sur divers sujets touchant l'hôpital de Rivière-Rouge, notamment faire reconnaître la MRC d'Antoine Labelle comme région éloignée, ou du moins se baser sur le taux de dévitalisation de cette région pour assurer une prime aux travailleurs du domaine de la santé, et ce dans le but d'attirer la main-d'œuvre dans la région. D'emblée, la présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, a rassuré les élus présents sur le fait qu'il n'a jamais été question de fermer l'établissement de Rivière-Rouge. La priorité est d'assurer des services sécuritaires pour la clientèle et pour le personnel. Mme Landry a fait valoir que la priorité actuelle du CI3S est d'éviter des enjeux de sécurité liés au manque de personnel et aux services non disponibles tels que l'imagerie ou les prélèvements. Le défi est d'attirer les travailleurs dans la région et de les garder. Pour cela, il faut également prendre en compte les enjeux de transport, de logement, de place en garderie, entre autres. Au cours de ces échanges, il a été convenu qu'une entraide entre les municipalités et le CI3S devait être mise en place. À cet effet, la ville de Rivière-Rouge a mentionné son intention de créer un comité santé de concert avec les autres municipalités de la Rouge et le CI3S, où le but premier serait d'évaluer les enjeux pour en arriver à des solutions concrètes. Le maire de Rivière-Rouge, Denis Lacasse, mentionne que la rencontre a permis de mieux comprendre la situation et les efforts déployés par le CI3S pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre et amener des solutions pour la pérennité de l'hôpital et des emplois. En raison des conditions météorologiques et d'une hausse de la consommation d'eau potable découlant de l'arrosage des pelouses, la ville de Mont-Laurier émet un avis d'interdiction d'arrosage à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est donc interdit d'arroser une pelouse en utilisant un système automatique ou manuel, incluant les systèmes souterrains. Cette restriction exclut toutefois l'arrosage manuel des plates-bandes et des jardins. Il est par ailleurs à noter que cet avis ne s'applique pas aux commerces tels que les pépinières. La ville de Mont-Laurier tient également à souligner que cet avis ne compromet en aucun cas la qualité et le débit de l'eau distribuée à la population par le réseau d'aqueduc. La ville de Mont-Laurier informera ses citoyens quant à l'évolution de la situation. La ville de Mont-Laurier est heureuse d'inviter les citoyens à une toute première édition des festivités interculturelles à Mont-Laurier le samedi 22 juillet prochain au parc Toussaint-Lachapelle. Le maire Daniel Bourdon affirme que cette première édition a pour objectif de rassembler les citoyens dans un contexte où la ville s'enrichit d'une plus grande diversité culturelle et qu'elle permettra aux familles et aux adultes de célébrer en partageant des passions communes liées à la musique, à la danse, aux mets et aux rassemblements festifs. Dès 15h, une foule d'activités gratuites pour l'ensemble des citoyens seront au rendez-vous. Les participants auront la chance de s'initier à des ateliers de percussion, de danse salsa offertes par Go Salsa et de main de cire. De plus de 18h, le Fenton Latino Band offrira une présentation dans le parc Toussaint-Lachapelle, suivi du DJ reconnu originaire du Honduras, Crucito, de 19h30 à 21h. En plus de l'invitation lancée à l'ensemble des citoyens par la ville,
le Centre d'emploi agricole de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides et Agricarrière, avec le soutien financier d'Immigrants Québec et du gouvernement du Canada, accueilleront sur le site les travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent pour des entreprises agricoles de la région. Ce sera l'occasion de reconnaître leur contribution essentielle envers l'agriculture. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Gestion horticole N. Franqueur, est fière d'avoir procédé à la création d'une mosaïculture collective réalisée en collaboration avec les résidents des habitations Antoine Labelle le 14 juin dernier. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, ce processus créatif a permis à près d'une quinzaine de résidents de réaliser l'élaboration du croquis de l'œuvre et de la compléter jusqu'à l'étape de la plantation. En plus de favoriser la participation citoyenne, ce projet permet notamment d'embellir leur milieu de vie grâce à cette œuvre extérieure à laquelle ils ont eu le plaisir de contribuer. Les citoyens pourront admirer la mosaïculture tout au long de l'été, en sillonnant la route verte à vélo ou lors de leur passage devant les habitations Antoine Labelle. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens qu'il est dorénavant possible de payer ou contester un constat d'infraction en ligne par le biais de l'outil Constat Express disponible au villedemonlaurier.qc.ca. Cette solution en ligne est sécuritaire et rapide. Ce nouvel outil numérique est simple et convivial pour les utilisateurs. De plus, aucun déplacement n'est requis pour compléter son paiement ou contester. Les citoyens doivent seulement suivre 4 étapes simples afin d'y parvenir. Consultez le villedemonlaurier.qc.ca dans les onglets Services aux citoyens, paiement d'un constat d'infraction. Cliquez sur le bouton pour joindre la plateforme constatexpress.com, choisir l'option Payer ou contester votre constat d'infraction. Remplissez les informations demandées. Recevez votre reçu de paiement ou votre confirmation de plaidoyer par courriel. Si vous désirez plus d'informations ou de l'assistance pour l'utilisation de ce nouvel outil numérique, composez le 819-623-1221 au poste 122. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Arbre Évolution, a procédé à la plantation de 750 arbres et de 50 arbustes, afin de poursuivre le développement d'une forêt nourricière entamée l'année dernière au sentier intergénérationnel André Bolduc. Pour la réalisation de ce projet de reboisement social, près d'une vingtaine de bénévoles se sont joints aux équipes d'horticulture de la Ville et d'Arbre Évolution afin de poser un geste éco-responsable et significatif pour leur communauté. Dans le cadre de ce projet, une visite du sentier s'est déroulée en amont pour déterminer un plan de reboisement efficient qui assurera la faisabilité, la viabilité à long terme, l'intégration sociale et l'impact sur la communauté. Par ailleurs, une entente de protection de 50 ans a été signée par la Ville afin d'assurer la survie d'au moins 80% des arbres qui sont plantés dans le cadre de cette initiative. La plantation est composée d'une majorité d'arbres indigènes, dont 750 arbres de petits et moyens formats qui contiennent environ 100 arbres produisant des fruits. De plus, 50 arbustes fruitiers ont également été plantés dans le cadre de cette activité. Soulignons qu'Arbre Évolution est une coopérative québécoise qui a pour mission la compensation de carbone par l'implication et la sensibilisation des communautés. La Ville de Mont-Laurier a reçu une aide financière au montant de 8 800 $ du programme de reboisement social pour la plantation des végétaux. La Ville de Mont-Laurier a contribué à la hauteur de 11 000 $ pour assurer la réalisation de ce projet. La Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à visiter le sentier intergénérationnel André Bolduc, situé à l'arrière de l'hôtel de ville, qui représente un milieu naturel d'exception. Rappelons que le sentier est idéal pour la randonnée pédestre et que des stations de sport intergénérationnelles sont disponibles. De plus, au cours des prochaines années, les citoyens auront la chance de cueillir des fruits tout en profitant d'une promenade en nature. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, ont annoncé un investissement de 888 668 $, visant à maintenir active l'Alliance pour la solidarité de la région des Laurentides. La poursuite des Alliances pour la solidarité s'inscrit dans la prolongation de la période d'application du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.
Cette prolongation d'une durée d'1 an permet à la ministre de mener une grande tournée dans toutes les régions du Québec pour consulter ses partenaires, les élus et l'ensemble des acteurs du milieu communautaire. C'est grâce à cela que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale correspondra à la réalité d'aujourd'hui et permettra de faire face aux enjeux à venir. Les deux ministres profitent de cette annonce pour inviter la population de la région des Laurentides à participer à la consultation publique. Jusqu'au 30 juin 2023, toutes les personnes qui souhaitent exprimer leurs idées peuvent le faire en répondant à un sondage en ligne. Tous sont invités à déposer un mémoire ou à remplir des questionnaires thématiques. Des groupes de discussion seront également formés dans plusieurs régions du Québec en juin pour entendre les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Le financement des Alliances pour la solidarité provient du Fonds québécois d'initiative sociale institué par la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Au 31 mars 2021, à mi-parcours des ententes, près de 2000 projets dans l'ensemble des régions du Québec avaient été soutenus. Pour chaque dollar investi par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiative sociale, 1,3 $ additionnel est fourni par le milieu. Les Alliances pour la solidarité représentent donc un levier économique important. Le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 prévoyait la conclusion d'ententes nommées Alliance pour la solidarité, signées par les mandataires régionaux, les élus locaux et le gouvernement du Québec partout sur les territoires québécois. Dans le cadre du programme Un enfant, un arbre, une cérémonie de plantation s'est déroulée mardi au Jardin des Naissances en présence de la mairesse suppléante Catherine Drouin, de la conseillère Guylaine Lyra et de 5 familles tremblantoises qui ont eu le bonheur d'accueillir un nouvel enfant en 2022. En tout, 6 arbres ont été plantés à cette occasion dans le parc municipal ou sur le terrain des familles. Celles-ci ont également reçu un cœur en bois gravé au nom de leur enfant, servant à identifier son arbre jusqu'à sa plantation et permettant de rapporter à la maison un souvenir de l'événement. Ce programme s'adresse aux citoyens de Mont-Tremblant qui sont parents biologiques ou adoptifs d'un enfant de 0 à 12 mois. Pour en savoir plus ou pour inscrire votre enfant né ou à naître en 2023, visitez villemonttremblant.qc.ca/enfant-arbre. Le programme Un enfant, un arbre est piloté par le comité d'embellissement de la ville de Mont-Tremblant. La ville de Mont-Tremblant présente l'exposition Drôle d'oiseau de l'artiste Cédric Loth qui se tiendra du 7 juillet au 13 août prochain à la salle Alphonse Desjardins, située à l'Hôtel de Ville. Cédric Loth, artiste de renom aux multiples facettes, convie le public à découvrir un aspect peu connu de son œuvre. Drôle d'oiseau est une exposition hors du commun qui dévoile avec délicatesse son affection pour la faune et la flore, tout en révélant une fois de plus la grandeur de son talent créatif. Depuis son enfance, l'artiste a développé une connexion profonde avec la nature. Sa curiosité l'a conduit à observer les oiseaux, les arbres et les plantes, constituant ainsi son herbier précieux. Au fil du temps et en parallèle de ses activités professionnelles, il crée une série d'œuvres organiques en utilisant des matériaux tels que la glaise, les herbes et les plantes. L'exposition Drôle d'oiseau célèbre cette fusion entre la créativité de Cédric Loth et la splendeur de la biodiversité. Ses œuvres captivent et donnent vie à des créatures en mouvement dotées de personnalité. Chaque tableau témoigne de son talent, de sa maîtrise des détails et de son imagination débordante. Le parcours professionnel de Cédric Loth est marqué par une riche histoire artistique. De ses débuts en tant que caricaturiste au journal Le Devoir dans les années 1970, jusqu'à sa collaboration avec le quotidien Le Soleil, celui-ci a su se faire remarquer. Dans les années 80, il s'est tourné vers la bande dessinée, collaborant notamment avec le magazine Métal Hurlant en Europe. Son album Atlantic City, publié en 1981 au Québec, puis en France aux éditions Les Humanoïdes Associés, a été un moment clé de sa carrière et lui a valu une reconnaissance internationale. Il est aussi le créateur de la sculpture de bronze La Leçon, qu'on peut voir depuis 2012 à Montréal, au coin des rues Sherbrooke et McGill College. Elle serait l'une des sculptures urbaines les plus photographiées de Montréal. Ne manquez donc pas cette occasion de plonger dans l'univers poétique, humoristique et organique de Cédric Loth. L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 16h.
La ville de Mont-Tremblant encourage sa population à faire l'entretien de sa pelouse de matière écologique et c'est pourquoi elle offre maintenant la possibilité à ses citoyens de bénéficier d'une subvention permettant de couvrir une partie des frais d'achat de lames déchiqueteuses pour faciliter la tonte écologique de leur pelouse. Le programme de subvention pour l'entretien écologique des pelouses encourage les interventions éco-responsables et l'utilisation de méthodes alternatives et plus écologiques comme l'herbicyclage et le feuillycyclage pour l'entretien des terrains résidentiels. Ce sont deux techniques simples qui consistent à laisser au sol les rognures de gazon et les feuilles mortes, permettant ainsi de nourrir la pelouse et de la protéger contre la sécheresse et les maladies. L'utilisation de lames déchiqueteuses facilite le travail en broyant l'herbe et les feuilles sèches lors de la tonte. Le programme de subvention pour l'entretien écologique des pelouses, offert depuis le 1er juin dernier, donne droit à un remboursement en fonction de l'équipement acheté. Pour une lame déchiqueteuse pour une tondeuse à gazon conventionnelle, il y a un remboursement possible jusqu'à concurrence de 20 $. Pour un ensemble de déchiquetage pour tracteur à gazon, il y a un remboursement possible jusqu'à concurrence de 40 $. Et pour une tondeuse manuelle ou électrique munie d'une lame déchiqueteuse, il y a un remboursement possible de la valeur de la lame jusqu'à concurrence de 50 $. Pour bénéficier de la subvention, une preuve de résidence à Mont-Tremblant est exigée, en plus d'une copie lisible de la facture originale de l'achat effectué après le 1er janvier 2023. Les pièces justificatives doivent être transmises avec la demande avant le 31 décembre 2023, soit à l'aide du formulaire en ligne disponible à villedemonttremblant.qc.ca/pelouse, en déposant la demande en personne à l'hôtel de Ville de Mont-Tremblant, en l'envoyant par la poste au service de l'environnement et du développement durable à l'adresse 1145 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant avec le code postal J8E1V1. 2024 marquera le 150e anniversaire de la fondation de Saint-Donat. La municipalité désire mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont construit et marqué son territoire. Les résidents sont donc invités à faire parvenir à la municipalité les noms de 5 personnes qui ont marqué de façon significative l'ADN de leur communauté. Il peut s'agir de fondateurs, de gens d'affaires, d'enseignants, de membres du clergé, de bénévoles, de visionnaires, bref, ceux qui n'ont pas hésité à s'investir ou innover pour créer la société. Faites parvenir le nom des personnes que vous considérez comme marquantes pour Saint-Donat au plus tard le lundi 10 juin par courriel à viviane.miron@commercialsaintdonat.ca. 3 prix d'une valeur de 50 $ seront tirés parmi les participants. C'est prouvé, les enfants qui ne lisent pas durant l'été perdent de leurs acquis. Pas de souci, la bibliothèque de Saint-Donat propose le club de lecture TD. Le club de lecture d'été TD est le plus important programme de lecture d'été au Canada. Gratuit, il est destiné à tous les enfants, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Il met en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres afin qu'ils aiment lire toute leur vie. Les enfants et leurs proches peuvent y participer n'importe où et n'importe quand pendant l'été. À la bibliothèque, à la maison, en ligne, sur la route, partout où leur été les mènera. Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leur lecture, communiqueront avec d'autres jeunes, liront des livres en ligne, participeront à des activités, collectionneront des autocollants, écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore. Le club offre aussi d'excellentes ressources pour les enfants d'âge préscolaire et leurs familles. Votre enfant peut s'inscrire dès maintenant à sa bibliothèque sur la page web clubdelecturetd.ca. Il recevra son carnet du club et pourra commencer à collectionner des autocollants et des écussons. Ensuite, c'est simple, lisez ce que vous voulez, où vous voulez. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à lire. La municipalité de Val-David est présentement à la recherche de citoyens intéressés à siéger une fois par mois au sein de son comité consultatif d'urbanisme, aussi appelé un CCU. Le CCU donne des avis au conseil municipal sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Par exemple, le CCU doit évaluer certaines demandes de construction et recommander ou non l'octroi du permis. Le CCU siège une fois par mois, le 3e lundi du mois, en soirée. Toute personne intéressée à se joindre au CCU est invitée à signifier son intérêt par courriel à l'adresse info@commercialvaldavid.com d'ici le 30 juin.
Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Du nouveau sur Internet, un moitié-moitié avec jackpot progressif. Billets à partir de 5 $. Un gagnant à chaque semaine. Et si l'as de pique est dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot accumulé à ce jour. Les billets sont en vente sur moitié-moitié.tv.